Comment ce système d'armes conçu pendant la guerre de sécession américaine a-t-il fait son retour dans la guerre d'une manière que son concepteur n'aurait jamais pu imaginer? Vous l'avez sûrement vu sous une forme ou une autre. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi tout le monde déteste le fusil Gatling américain. Bon, commençons par la naissance même du fusil Gatling et parcourons son histoire tumultueuse jusqu'à nos jours. C'était en 1862 et Richard Jordan Gatling était l'inventeur qui créa, vous l'avez deviné, le fusil Gatling. On dit qu'il l'aurait créé d'un point de vue humanitaire après avoir été témoin de la souffrance des soldats des deux camps pendant la guerre de sécession américaine. C'était la première fois dans l'histoire que les mousquets et les premiers fusils causaient de telles blessures pour lesquelles la médecine de l'époque n'était pas préparée. On dit donc qu'à cause de cela, il voulait créer une machine qui ferait le travail de dizaines de soldats à la place et réduirait ainsi le nombre de personnes devant mourir à la guerre. Cela l'a conduit à créer le fusil rotatif. Selon la version, il comportait un groupe de 10, 6 ou 4 canons positionnés autour d'un axe central, et ils tournaient à tous lorsque la manivelle était actionnée. Pendant cette rotation, le mécanisme effectuait les tâches d'alimentation, de tir et d'éjection en séquence pour chaque canon grâce à une conception mécanique ingénieuse jamais vue auparavant. À un certain point de la rotation, chaque canon tirait un coup, puis effectuait un nouveau cercle et répétait le processus tant que le fusil était alimenté en munitions. C'était maintenant beaucoup plus efficace que les premiers fusils à salve, qui étaient essentiellement plusieurs canons à chargement par la bouche, regroupés pour un volume de tir accru, car chacun devait être chargé de la même manière que les mousquets standards utilisés par l'infanterie. Mais le fusil Gatling avait une cadence de tir réelle, élevée et soutenue, surtout lorsque de meilleures cartouches standardisées comme la 45-70 sont arrivées. L'alimentation du fusil était le plus gros problème au début, car il n'y avait ni bande ni chargeur sophistiqué. La première solution fut un chargeur à trémies alimenté par gravité montée sur le dessus, où les cartouches tombaient simplement dans le mécanisme une par une. Cependant, dans les premières versions, les Gatling pouvaient atteindre une cadence pratique et soutenue d'environ 200 coups par minute, et plus tard encore davantage. Et rappelez-vous que c'était à une époque où 3 coups par minute était le maximum qu'un mousquet pouvait vous donner. Les nouveaux fusils ont ensuite amélioré cela, mais c'était encore loin de ce que le Gatling pouvait produire. Bientôt, de meilleurs systèmes d'alimentation furent adoptés, comme l'alimentation Bruce, où 2 rangées décalées de cartouches 45-70 permettaient un tir essentiellement ininterrompu tant qu'il était alimenté. Maintenant, les Gatling pouvaient vite produire environ 400 coups par minute, ce qui était tout simplement incroyable pour l'époque. Cependant, lorsque Gatling offrit son invention à l'armée de l'Union, il fut accueilli avec pas mal de scepticisme. Les commandants pendant la guerre de sécession américaine étaient assez têtus et conservateurs. Et il a fallu un nombre important de vies perdues pour qu'ils admettent, finalement, que le champ de bataille avait changé avec l'introduction de nouvelles armes, et que les vieilles tactiques de l'ère napoléonienne de formation serrée de soldats avançant à travers des champs ouverts devaient également être changées. La même attitude s'est manifestée lorsqu'il s'est agi d'adopter une arme aussi révolutionnaire. Ils s'inquiétaient également de la logistique et de la façon dont ils approvisionneraient une machine aussi vorace en précieuses munitions. De plus, le manque de fiabilité mécanique précoce ne les faisait pas ressembler à quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner de manière fiable dans une vraie bataille. En plus de cela, on dit que Gatling avait essayé de vendre ses fusils aux forces de l'Union et confédérées. Donc le haut commandement de l'Union n'était pas très impressionné. Au lieu de cela, quelques officiers enthousiastes achetèrent quelques fusils Gatling de leur propre poche ou en collectant des fonds privés. À l'époque, ils coûtaient environ $1000 par fusil, ce qui équivalait à environ $35 000 d'aujourd'hui. Donc le Gatling n'a joué qu'un rôle direct mineur dans la guerre de sécession, mais il est apparu dans pas mal d'engagements où il a montré son potentiel dévastateur. Il a sévèrement battu plusieurs charges d'infanterie ou de cavalerie ou supprimé des positions défensives avec un tir soutenu pour couvrir l'infanterie qui avançait parce que l'ennemi ne pouvait pas lever la tête pour tirer.
Cependant, il est arrivé trop tard pour affecter significativement l'issue de la guerre et les fusils Gatling furent plus tard montés sur des positions défensives fixes ou des canonnières parce qu'ils n'étaient pas assez mobiles pour être utilisés avec l'infanterie et la cavalerie. Ils avaient déjà acquis une réputation assez redoutable et leur seule présence dissuadait la plupart des attaques là où ils étaient positionnés. Il n'était pas difficile d'apprendre ce qui se passerait si vous chargiez une position de mitrailleuse. Pourtant, cela se répéterait à travers l'histoire, encore et encore, pour une raison quelconque. Les armées étrangères ont également pris note de l'invention de Gatling, donc le fusil est devenu l'une des premières armes américaines à être vendues dans le monde entier. La Russie impériale et l'Empire britannique étaient parmi les plus gros acheteurs. Les Britanniques les utilisèrent dans leur guerre coloniale contre des guerriers se battant encore avec des épées et des lances, où les Gatling nivelaient leur nombre inférieur d'hommes contre des guerriers beaucoup plus nombreux des colonies. Dans les années 1880, le fusil Gatling avait acquis une solide réputation pour sa puissance de feu. Mais ensuite, quelque chose allait se produire qui le ferait disparaître pendant presque un siècle. C'était en 1884, lorsque Hiram Maxim montra au monde sa création, le fusil Maxim, qui est l'Hippochamp, qui est la première véritable mitrailleuse automatique au monde. Maxim exploita la force de recul de la cartouche tirée pour faire fonctionner le mécanisme, extraire la douille usée et charger une autre cartouche depuis le système d'alimentation par bande, ce qui rendit le système Gatling à plusieurs canons actionnés à la manivelle obsolète. Le Maxim avait un seul canon et une chemise d'eau autour qui permettait un tir soutenu sans surchauffe, et il faisait tout et plus que le Gatling, mais dans un ensemble beaucoup plus compact et fiable, permettant un tir soutenu juste en appuyant sur la gâchette. Dans les années 1900, toutes les grandes puissances avaient leur propre version de fusils Maxim, et le Gatling fut relégué au stockage pour accumuler la poussière pendant des décennies à venir, jusqu'à ce que quelque chose de complètement inattendu le ramène à la vie sous une forme que personne n'aurait pu imaginer existerait lorsque ce fusil fut développé pendant la guerre de sécession américaine. La Première Guerre mondiale a vu l'utilisation de mitrailleuses à une échelle jamais vue auparavant, où elles ont complètement changé la façon dont les guerres étaient menées et ont contribué de manière significative à l'impasse de la guerre de tranchées. Aucun camp ne pouvait simplement trouver un moyen efficace de capturer des positions protégées par des nids de mitrailleuses, car tous ceux qui essayaient de le faire, quelle que soit la puissance de l'attaque, se faisaient inévitablement faucher par un tir automatique lourd. Donc, des années passèrent après la Première Guerre mondiale, et lors de la Seconde Guerre mondiale, les mitrailleuses évoluèrent, des Maxim refroidis par eau en mitrailleuses refroidies par air, alimentées par chargeur ou par bande, qui étaient maintenant beaucoup plus légères, mais offraient la même cadence de tir ou meilleure. Dans cette guerre, la technologie a également évolué rapidement, avec de nouvelles formes de combat comme les chars et les avions, décidant maintenant de l'issue des batailles. Maintenant, vous ne vous attendiez probablement pas à ce que ce soit les avions de chasse qui ramèneraient là le fusil Gatling à la vie. Et encore plus surprenant, que ce soit les avions à réaction, qui étaient le summum de la technologie des avions de chasse après la Seconde Guerre mondiale. Comment cette technologie de pointe a-t-elle fini par avoir besoin de quelque chose conçu si loin dans l'histoire des mousquets et des épées ? Eh bien, expliquons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions de chasse évoluaient vers des modèles plus rapides et plus lourdement armés, mais c'étaient des avions à moteur, à piston et à hélice, armés de lourdes mitrailleuses à canon unique ou de petits canons automatiques de calibre comme 20 ou 30 mm. Le problème avec les chasseurs était qu'ils attaquent des cibles au sol ou plus important encore, qu'ils s'engagent dans des combats aériens avec d'autres chasseurs. À cause de leur vitesse, ils n'avaient qu'une courte fenêtre d'une seconde ou deux pour tirer lorsque leurs cibles étaient dans leur viseur. Pendant ce temps, ils devaient tirer autant de coups que possible pour augmenter les chances de toucher et d'endommager suffisamment un chasseur ennemi pour l'abattre. Avec les chasseurs à moteur à piston, en augmentant le nombre de mitrailleuses à 6 ou 8, comme les Américains l'ont fait avec leur M2 de calibre 50 réglé pour une cadence de tir plus élevée, ils atteignaient environ 4500 coups par minute de tir au maximum.
mais cela ajoutait du poids et prenait un espace précieux sur l'avion, et à cause des mitrailleuses supplémentaires, il pouvait transporter moins de munitions totales, ne leur donnant qu'environ 10 ou 15 secondes de temps de tir total avant d'être à court. Cependant, ce problème est devenu encore plus important lorsque les chasseurs à réaction ont été introduits. Ceux-ci étaient maintenant beaucoup plus rapides que n'importe quel avion à hélice, et peu après leurs débuts au combat, ils ont rendu l'ère des anciens chasseurs complètement obsolète. Mais le problème de l'armement demeurait maintenant. Et parce que tous les chasseurs, y compris les ennemis, étaient maintenant beaucoup plus rapides, la fenêtre de temps pour les abattre s'est encore réduite. Plus de mitrailleuses ne pouvaient être ajoutées pour l'augmenter, et cela est devenu un problème. Vous voyez maintenant où j'en viens. Dans un tournant d'événements complètement inimaginable pour le concepteur du fusil Gatling, quelqu'un a eu l'idée d'utiliser ce concept rotatif à plusieurs canons et de le faire fonctionner dans les avions de chasse, où, au lieu d'être actionné à la manivelle par le pilote, il serait actionné électriquement. D'ailleurs, même Gatling lui-même a expérimenté l'actionnement de son fusil avec un moteur électrique primitif, mais la technologie de l'époque était encore loin de le faire fonctionner de manière fiable. L'idée était que bien que les mitrailleuses américaines de calibre 50 sur les avions à réaction tiraient encore plus de coups par minute, elles devenaient trop peu puissantes pour abattre efficacement les avions à réaction ennemis. Donc, le besoin de canons automatiques plus lourds fut réalisé, mais ils tiraient à partir de chargeurs qui n'étaient pas si fiables et avaient bien sûr une cadence de tir beaucoup plus faible que les mitrailleuses. En cherchant ce nouveau canon qui devait avoir une cadence de tir incroyablement élevée, quelqu'un a eu l'idée de faire revivre une création Gatling du 19e siècle. En 1946, l'US Air Force a lancé un projet au nom de code Vulcan. Ils ont commencé à développer un canon rotatif de 20 mm, à 6 canons capables de tirer entre 6 et 7 000 coups par minute. Essentiellement un fusil Gatling modernisé sous stéroïdes, adapté à une utilisation aérienne. Avec plusieurs canons, ils ont atteint cette cadence de tir folle, mais sans faire fondre un seul canon qui ne pouvait pas supporter autant de coups en si peu de temps. De cette façon, chaque canon tirait, puis tournait pendant un bref instant pour l'empêcher de surchauffer. Le système d'alimentation a également été ingénieusement créé pour fonctionner à l'intérieur de l'avion. Et avec la conception simple mais intelligente du Gatling, il est devenu l'une des armes les plus fiables avec plus de 10 000 coups tirés entre les pannes en moyenne. Pour éviter les mauvaises alimentations et le danger des maillons métalliques jetés et des douilles usées sortant de l'avion et l'endommageant potentiellement, un système d'alimentation sans maillons a été développé. C'était essentiellement un tambour rotatif qui alimentait les cartouches en vrac et récupérait les douilles usées, les gardant à l'intérieur du chasseur. Le développement de ce projet a conduit à la création du canon M61 Vulcan, qui a été déployé pour la première fois avec les avions de chasse américains à la fin des années 1950. Il tirait maintenant environ 100 coups par seconde, mais transportait initialement seulement entre 500 et 1000 coups, selon l'avion, donc le pilote devait vraiment faire compter ses rafales. Le premier avion à réaction à porter le M61 Vulcan dans son nez fut le F-104 Starfighter, et il devint rapidement l'armement standard des chasseurs américains. Le Vulcan a vu le combat pour la première fois pendant la guerre du Vietnam et a rapidement marqué sa première victoire, abattant des chasseurs MiG fournis par les Soviétiques. Il pouvait littéralement découper un chasseur ennemi avec un groupement serré et précis et une cadence de tir ridicule. Donc, le Vulcan est devenu l'une des armes les plus appréciées des pilotes de chasse, ODI. Il était également terriblement efficace dans les attaques au sol contre des véhicules ou des chars. Voyant l'efficacité de ce concept, il était plus que clair qu'il resterait en usage militaire. Donc, les ingénieurs ont commencé à réfléchir à ce qui pourrait être fait d'autre avec cela et à adapter le concept à d'autres calibres et rôles, ce qui a conduit à toute une famille franchement folle de fusils Gatling. Alors que la guerre au Vietnam s'intensifiait, le M134, appelé minigun parce qu'il était mini par rapport au Vulcan, a été développé sur le même principe Gatling, juste en calibre 7,62 autant. Il était d'abord destiné à la protection des hélicoptères, oui, mais a ensuite également été intégré dans l'hélicoptère de combat Cobra.
Ils étaient utilisés ici pour le soutien de tir direct des unités au sol, ou pour protéger les hélicoptères pendant les insertions ou extractions de troupes dans des zones d'atterrissage chaudes. Les miniguns tiraient environ 6000 coups par minute, ce qui était plus que les mitrailleuses M60 principalement utilisées par les tireurs de porte ne pourraient jamais atteindre. Et les Nord-Vietnamiens ont rapidement appris que se cacher dans la jungle n'était pas efficace lorsque la jungle était littéralement arrosée de balles. Il avait ce son distinctif de bras à air où les coups étaient tirés si rapprochés qu'ils se transformaient en un son continu, et la sensation de tir était décrite comme pulvériser un tuyau de plomb sur l'ennemi. Il crachait des flux de traceurs ressemblant à un faisceau laser. Mais rappelez-vous qu'un traceur était généralement tous les 5 coups. Donc pour chacun que vous voyez voler, il y en a 4 de plus entre chacun. Maintenant, imaginez être du côté qui reçoit cela, mais l'US Air Force ne s'est pas arrêté là. Bien au contraire, ce n'était que le début de ce en quoi le Gatling allait évoluer. Il y avait aussi le légendaire AC-47 Spooky, un avion cargo C-47 modifié avec 3 miniguns, M134 montés pour tirer du côté gauche du fuselage. L'avion tournait autour de la cible et l'arrosait simplement de feu. Par exemple, pendant une nuit en 1969, un AC-47 a tiré un total de 63 000 coups pour sauver un avant-poste sud-vietnamien d'être envahi. Nous avons également un cas de Spooky avec 3 miniguns en orbite autour d'une force Viet Cong sur une colline pendant des heures et tirant plus de 20 000 coups, tuant environ 300 combattants ennemis. Il a été rapporté que, citation, « Rien de cher n'a survécu à la zone d'impact. Il tournait au-dessus des bases, risquant d'être envahi, et fournissait-on la quantité extrême de feu qui les gardait en sécurité. » Ce concept s'est avéré si réussi qu'il a conduit à la création d'avions de combat plus grands et encore plus lourdement armés, comme la C-119 et la C-130. Ceux-ci transportaient une combinaison de, par exemple, 4 miniguns M134 et 4 Vulcan de 25 mm. Et vous ne pouvez qu'imaginer l'effet que ces 8 Gatling tirant ensemble pouvaient produire. Frapper l'ennemi avec une cadence de tir aussi follement élevée à partir de cartouches aussi puissantes garantirait que les ennemis étaient généralement touchés plus d'une fois, et les blessures que celles-ci créaient sont probablement mieux de ne pas décrire. Ensuite, ils ont réfléchi à où d'autres ils pourraient les monter, donc ces Gatling ont trouvé leur chemin sur des véhicules et des bateaux également. Les bateaux de patrouille fluviale opérant dans le delta du Mekong avaient des M134 montés expérimentalement, et il y en avait même certains montés sur des camions armés protégeant les convois de fret des embuscades. Et regardez ceci, le transporteur de troupes blindées M113 avec le Vulcan de 20 mm. Il était destiné comme arme anti-aérienne pour les avions volant à basse altitude, mais vous pouviez aussi, comme les soldats américains au Vietnam, le pointer sur tout ce que vous souhaiteriez effacer de cette planète. Les États-Unis ont produit environ 10 000 miniguns pendant la guerre du Vietnam et ont expérimenté sous diverses formes avec eux. Cependant, c'est après le Vietnam que ce concept a été porté à un autre niveau. C'est alors qu'ils ont pris le Go 8 bar à Avenger, qui est un monstre de canon Gatling de 30 mm la 7 canons développé dans les années 1970, et ont ensuite décidé de créer un avion de chasse autour de lui, littéralement. C'était un programme de l'US Air Force pour construire un avion d'attaque au sol dédié, qui a conduit à la création du légendaire A-10 Thunderbolt, ou mieux connu sous le nom de Warthog. Maintenant, le GAO-8 est beaucoup plus grand que le Vulcan, pesant environ 1800 kg avec son système d'alimentation massif et son tambour qui contient 1150 coups de munitions de 30 x 173 mm. Le canon tire à 3900 coups par minute, soit environ 65 coups par seconde. Et il a des munitions spéciales hautement explosives ou perforantes qui peuvent essentiellement détruire tout ce que vous pourriez rencontrer sur le champ de bataille. Il a en fait été conçu pour contrer la menace émergente de masse de chars soviétiques pendant la guerre froide avec le développement de munitions perforantes spéciales à l'uranium appauvri. Vous pourriez penser que les chars modernes pourraient facilement résister à un coup de 30 mm, et vous avez raison s'ils tirent sur eux frontalement où le blindage est le plus épais. Le Warthog attaque depuis les airs,
et tire vers le bas sur le blindage du toit du char qui est le plus mince. Et en arrosant le char avec des dizaines de coups qu'ils toucheront, certains d'entre eux causeront sûrement suffisamment de dégâts pour le mettre hors d'action. Le Warthog, avec son monstre Gatling, a vu l'action dans la guerre du Golfe où il a détruit des centaines de cibles au sol, y compris des chars. Cependant, ce n'était toujours pas la fin du développement du Gatling. Les forces navales ont également adopté des versions Gatling pour les systèmes d'armes rapprochés qui protègent les navires. Par exemple, la marine américaine a introduit le système Phalanx en 1980, qui consiste en une tourelle autonome avec un canon Vulcan guidé par radar qui peut automatiquement détecter et abattre les missiles anti-navires entrants comme dernière ligne de défense. Au-delà de ceux-ci, il y a aussi le soi-disant microgun, qui est le minigun juste chambré en 5,56 sous une forme plus légère, mais toujours capable de tirer 10 000 coups par minute, bien qu'il n'ait jamais été largement adopté. Il y en a aussi un chambré dans le célèbre 50B MG, mais principalement les versions M134 sont utilisées et montées sur divers véhicules, comme les Humvees et des plateformes similaires. Donc, ce qui est complètement ironique par rapport à l'idée originale de Gatling de réduire le nombre de victimes à la guerre, c'est qu'il a en fait créé une arme qui non seulement a tué tant de gens à travers l'histoire et le fait encore plus qu'efficacement, mais est également allé si loin dans son évolution et est utilisée sur des plateformes que personne à l'époque où Gatling l'a inventé ne pouvait même imaginer, comme les avions de chasse. Nous verrons combien de temps la conception de Gatling vivra. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qu'elle parte à la retraite de sitôt. Comment ce système d'armes conçu pendant la guerre de sécession américaine a-t-il fait son retour dans la guerre d'une manière que son concepteur n'aurait jamais pu imaginer ? Vous l'avez sûrement vu sous une forme ou une autre, mais maintenant vous allez comprendre pourquoi tout le monde déteste le fusil Gatling américain. Bon, commençons par la naissance même du fusil Gatling et parcourons son histoire tumultueuse jusqu'à nos jours. C'était en 1862 et Richard Jordan Gatling était l'inventeur qui créa, vous l'avez deviné, le fusil Gatling. On dit qu'il l'aurait créé d'un point de vue humanitaire après avoir été témoin de la souffrance des soldats des deux camps pendant la guerre de sécession américaine. C'était la première fois dans l'histoire que les mousquets et les premiers fusils causaient de telles blessures pour lesquelles la médecine de l'époque n'était pas préparée. On dit donc qu'à cause de cela, il voulait créer une machine qui ferait le travail de dizaines de soldats à la place et réduirait ainsi le nombre de personnes devant mourir à la guerre. Cela l'a conduit à créer le fusil rotatif. Selon la version, il comportait un groupe de 10, 6 ou 4 canons positionnés autour d'un axe central, et ils tournaient tous lorsque la manivelle était actionnée. Pendant cette rotation, le mécanisme effectuait les tâches d'alimentation, de tir et d'éjection en séquence pour chaque canon grâce à une conception mécanique ingénieuse jamais vue auparavant. À un certain point de la rotation, chaque canon tirait un coup, puis effectuait un nouveau cercle et répétait le processus tant que le fusil était alimenté en munitions. C'était maintenant beaucoup plus efficace que les premiers fusils à salve, qui étaient essentiellement plusieurs canons à chargement par la bouche regroupés pour un volume de tir accru, car chacun devait être chargé de la même manière que les mousquets standards utilisés par l'infanterie. Mais le canon Gatling avait un taux de tir réel élevé et soutenu, surtout lorsque des cartouches mieux standardisées comme la 450-70 arrivèrent. Alimenter le canon était le plus gros problème au début, car il n'y avait ni bande ni chargeur sophistiqué. La première solution fut un chargeur trémie à alimentation par gravité montée sur le dessus, où les cartouches en vrac tombaient simplement dans le mécanisme une par une. Cependant, dans les premières versions, les Gatling pouvaient atteindre un taux de tir pratique et soutenu d'environ 200 coups par minute, et plus tard encore davantage. Et rappelez-vous que c'était à une époque où 3 coups par minute était le meilleur qu'un mousquet pouvait vous donner. Les nouveaux fusils améliorèrent cela par la suite, mais c'était encore loin de ce que le Gatling pouvait produire. Bientôt, de meilleurs systèmes d'alimentation furent adoptés, comme l'alimentation Bruce où 2 rangées décalées de cartouches 450-70 permettaient un tir essentiellement ininterrompu tant qu'il était alimenté.
Désormais, les Gatling pouvaient produire environ 400 coups par minute, ce qui était tout simplement incroyable pour l'époque. Cependant, lorsque Gatling offrit son invention à l'armée de l'Union, il fut accueilli avec pas mal de scepticisme. Les commandants pendant la guerre de sécession américaine étaient assez têtus et conservateurs, et il fallut un nombre considérable de vies perdues pour qu'ils admettent finalement que le champ de bataille avait changé avec l'introduction de nouvelles armes et que les vieilles tactiques de l'ère napoléonienne de formation serrée de soldats avançant à travers des champs ouverts devaient également être changées. La même attitude se manifesta lorsqu'il s'agit d'adopter une arme aussi révolutionnaire. Ils étaient également préoccupés par la logistique et comment ils approvisionneraient une machine aussi vorace en précieuses munitions. De plus, la fiabilité mécanique défaillante des premiers modèles ne les faisait pas ressembler à quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner de manière fiable dans une vraie bataille. En plus de cela, on dit que Gatling avait essayé de vendre ses canons à la fois aux forces de l'Union et confédérées, donc le haut commandement de l'Union n'était pas vraiment impressionné. Au lieu de cela, quelques officiers enthousiastes achetèrent quelques canons Gatling de leur propre poche ou en collectant des fonds privés. À l'époque, un île coûtait environ $1000 par canon, ce qui équivalait à environ 35 000 $ d'aujourd'hui. Donc Gatling ne joua qu'un rôle direct mineur dans la guerre de sécession, mais ils apparurent dans pas mal d'engagements où ils montrèrent leur potentiel dévastateur. Ils battirent sévèrement plusieurs charges d'infanterie ou de cavalerie, ou supprimèrent pas des positions défensives, avec un tir soutenu pour couvrir l'infanterie qui avançait, parce que l'ennemi ne pouvait pas lever la tête pour tirer. Cependant, il arriva trop tard pour affecter significativement l'issue de la guerre, et les canons Gatling furent plus tard montés sur des positions défensives fixes, ou des canonnières, parce qu'ils n'étaient pas assez mobiles pour être utilisés avec l'infanterie et la cavalerie. Ils gagnèrent déjà une réputation assez redoutable et leur seule présence dissuadait la plupart des attaques là où ils étaient positionnés. Il n'était pas difficile d'apprendre ce qui arriverait si vous chargiez une position de mitrailleuse. Pourtant, cela serait répété à travers l'histoire encore et encore pour une raison quelconque. Les armées étrangères prirent également note de l'invention de Gatling. Donc le canon devint l'une des premières armes américaines à être vendues dans le monde entier. La Russie impériale et l'Empire britannique furent parmi les plus gros acheteurs. Les Britanniques les utilisèrent dans leur guerre coloniale contre des guerriers se battant encore avec des épées et des lances, ou les Gatling nivelaient leur plus petit nombre d'hommes contre des guerriers beaucoup plus nombreux des colonies. Dans les années 1880, le canon Gatling avait acquis une solide réputation pour sa puissance de feu. Mais alors quelque chose allait se produire qui le ferait disparaître pendant presque un siècle. C'était en 1884, lorsque Hiram Maxim montra au monde sa création, le canon Maxim, qui est la première vraie mitrailleuse automatique au monde. Maxim exploita la force de recul de la cartouche, tirer pour faire fonctionner le mécanisme, extraire la douille usée et charger une autre cartouche du système d'alimentation par bande, ce qui rendit le système Gatling à plusieurs canons actionnés à la manivelle obsolète. Maxim avait un seul canon et une chemise d'eau autour qui permettait un tir soutenu sans surchauffe, et il faisait tout et plus que le Gatling, mais dans un ensemble beaucoup plus compact et fiable, permettant un tir soutenu juste en appuyant sur la gâchette. Dans les années 1900, toutes les grandes puissances avaient leur propre version de canon Maxim, et le Gatling fut poussé dans les entrepôts pour accumuler la poussière pendant des décennies à venir, jusqu'à ce que quelque chose de complètement inattendu le ramène à la vie sous une forme que personne n'aurait même pu imaginer existerait lorsque ce canon fut développé pendant la guerre de sécession américaine. La Première Guerre mondiale vit l'utilisation de mitrailleuses à une échelle jamais vue auparavant, où elles changèrent complètement la façon dont les guerres étaient menées et contribuèrent significativement à l'impasse de la guerre de tranchées. Aucun camp ne pouvait simplement trouver un moyen efficace de capturer des positions protégées par des nids de mitrailleuses, car tous ceux qui essayaient de le faire, peu importe la puissance de l'attaque, seraient inévitablement fauchés par un tir automatique lourd,
Donc des années passèrent après la Première Guerre mondiale, et dans la Seconde Guerre mondiale, les mitrailleuses évoluèrent, des Maxim refroidies par eau en mitrailleuses refroidies par air, soit à chargeur, soit à bande, qui étaient maintenant beaucoup plus légères, mais fournissaient le même ou un meilleur taux de tir. Dans cette guerre, la technologie évolua également rapidement, avec de nouvelles formes de combat comme les chars et les avions, décidant maintenant de l'issue des batailles. Maintenant, vous ne vous attendiez probablement pas à ce que ce soit les Miandno, les avions de chasse, qui ramèneraient le canon Gatling à la vie. Et encore plus surprenant que ce soit que les avions à réaction, qui étaient le summum de la technologie des avions de chasse après la Seconde Guerre mondiale. Comment cette technologie de pointe finit-elle par avoir besoin de quelque chose conçu si loin dans l'histoire des mousquets et des épées? Eh bien, expliquons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions de chasse évoluaient en modèles plus rapides et plus lourdement armés. Mais c'étaient des avions à hélice, à moteur à piston armés de lourdes mitrailleuses, à canon unique ou de petits canons automatiques comme 20 ou 30 mm. Le problème avec les chasseurs était qu'ils attaquent des cibles au sol ou plus important encore qu'ils s'engagent dans des combats aériens avec d'autres chasseurs à cause de leur vitesse. Ils n'avaient c'est qu'une courte fenêtre d'une seconde ou deux pour tirer lorsque leur cible était dans leur viseur. Pendant ce temps, ils devaient tirer autant de coups que possible pour augmenter les chances de toucher et d'endommager suffisamment un chasseur ennemi pour l'abattre. Avec les chasseurs à moteur à piston, en augmentant le nombre de mitrailleuses à 6 ou 8 comme les Américains le firent, avec leur M250 calibre réglé pour un taux de tir plus élevé, ils atteignirent environ 4500 coups par minute de tir au maximum. Mais cela ajoutait du poids et prenait un espace précieux sur l'avion. Et à cause des mitrailleuses supplémentaires, ils pouvaient transporter moins de munitions totales, ne leur donnant qu'environ 10 ou 15 secondes de temps de tir total avant d'être à court. Cependant, ce problème devint encore plus grand lorsque les chasseurs à réaction furent introduits. Ceux-ci étaient maintenant beaucoup plus rapides que n'importe quel avion à hélice. Et peu après leur début au combat, ils rendirent l'ère des anciens chasseurs complètement obsolète. Mais le problème de l'armement demeurait maintenant, et parce que tous les chasseurs, y compris les ennemis, étaient maintenant beaucoup plus rapides, la fenêtre de temps pour les abattre se rétrécit encore plus. Plus de mitrailleuses ne pouvaient être ajoutées pour l'augmenter, et cela devint un problème. Vous voyez maintenant où j'en viens. Dans un tournant d'événements complètement inimaginable pour le concepteur du canon Gatling, quelqu'un eut réellement l'idée d'utiliser ce concept rotatif à plusieurs canons et de le faire fonctionner dans les avions de chasse, où au lieu d'être actionné à la manivelle par le pilote, il serait actionné électriquement. Au fait, même Gatling lui-même expérimenta l'actionnement de son canon avec un moteur électrique primitif, mais la technologie de l'époque était encore loin de le faire fonctionner de manière fiable. L'idée était que bien que les mitrailleuses américaines de 50 calibres sur les avions à réaction tiraient plus de coups par minute, elles devenaient trop peu puissantes pour abattre efficacement les avions à réaction ennemis. Donc le besoin de canons automatiques plus lourds fut réalisé, mais ils tiraient à partir de chargeurs qui n'étaient pas si fiables, et bien sûr avaient un taux de tir beaucoup plus bas que les mitrailleuses. En cherchant ce nouveau canon qui devait avoir un taux de tir incroyablement élevé, quelqu'un eut l'idée de faire revivre une création Gatling du 19e siècle. En 1946, l'armée de l'air américaine lança un projet au nom de code Vulcan. Ils commencèrent à développer un canon rotatif à 6 canons de 20 mm, capable de tirer entre 6 et 7000 coups par minute. Essentiellement, un canon Gatling modernisé sous stéroïdes, adapté pour une utilisation aérienne. Avec plusieurs canons, ils atteignirent ce taux de tir fou, mais sans faire fondre un seul canon qui ne pouvait pas soutenir autant de coups en si peu de temps. De cette façon, chaque canon tirerait, puis tournerait pendant un bref moment pour l'empêcher de surchauffer. Le système d'alimentation fut également ingénieusement créé pour fonctionner à l'intérieur de l'avion. Et avec la conception simple mais intelligente du Gatling, il devint l'une des armes les plus fiables avec plus de 10 000 coups tirés entre les pannes en moyenne. Pour éviter les mauvaises alimentations et le danger de maillons métalliques jetés et de douilles usées sortant de l'avion et l'endommageant possiblement, un système d'alimentation sans maillons fut développé.
C'était essentiellement un tambour rotatif qui alimentait les cartouches en vrac et récupérait les douilles usées, les gardant à l'intérieur du chasseur. Le développement de ce projet conduisit à la création du canon M61 Vulcan, qui fut d'abord déployé avec les avions à réaction américains à la fin des années 1950. Il tirait maintenant environ 100 coups par seconde, mais transportait initialement seulement entre 500 et 1000 coups, selon l'avion, donc le pilote devait vraiment faire compter ses rafales. Le premier avion à réaction à porter le M61 Vulcan dans son nez fut le F-54 Starfighter, et il devint rapidement l'armement standard pour les chasseurs américains. Le Vulcan vit le combat pour la première fois pendant la guerre du Vietnam et marqua rapidement sa première victoire, abattant des chasseurs MiG fournis par les Soviétiques. Il pouvait littéralement découper un chasseur ennemi avec un groupement serré et précis et un taux de tir ridicule, donc le Vulcan devint l'une des armes les plus appréciées parmi les pilotes de chasse. Il était également terriblement efficace dans les attaques au sol contre les véhicules ou les chars. Voyant l'efficacité de ce concept, il était plus que clair qu'il resterait en usage militaire. Donc les ingénieurs commencèrent à penser à ce qui d'autre pourrait être fait avec cela et à adapter le concept à d'autres calibres et rôles, ce qui conduisit à toute une famille franchement dite folle de canons Gatling. Alors que la guerre au Vietnam s'intensifiait, le M134 soi-disant minigun parce qu'il était mini en comparaison du Vulcan fut développé sur le même principe, Gatling juste en calibre 7,62 Autain. Il était d'abord destiné à la protection des hélicoptères, oui, mais ensuite également intégré dans l'hélicoptère de combat Cobra. Ils furent utilisés ici pour le soutien de tir direct des unités au sol, ou pour protéger les hélicoptères pendant les insertions ou extractions de troupes dans des zones d'atterrissage chaudes. Les miniguns tiraient environ 6000 coups par minute, ce qui était plus que les mitrailleuses M60 principalement utilisées par les tireurs de porte ne pourraient jamais atteindre. Et les Nord-Vietnamiens apprirent rapidement que se cacher dans la jungle n'était pas efficace lorsque la jungle était littéralement arrosée de balles. Il avait ce son distinctif de bror où les coups étaient tirés si rapprochés qu'ils se transformaient en un son continu et la sensation de tir était décrite comme pulvériser un tuyau de plomb sur l'ennemi. Ils crachèrent des flux de traceurs ressemblant à un rayon laser. Mais rappelez-vous qu'un traceur était généralement chaque 5e coup, donc pour chacun que vous voyez voler, il y en a 4 de plus entre chacun. Maintenant, imaginez être du côté qui reçoit cela. Mais l'armée de l'air américaine ne s'arrêta pas là, bien au contraire. Ce n'était que le début de ce en quoi le Gatling allait évoluer. Il y avait aussi le légendaire AC-47 Spooky, un avion cargo C-47 modifié avec 3 miniguns M134 montés pour tirer du côté gauche du fuselage. L'avion tournait autour de la cible et l'arrosait simplement de feu. Par exemple, pendant une nuit en 1969, un AC-47 tira un total de 63 000 coups pour sauver un avant-poste sud-vietnamien d'être submergé. Nous avons également un cas de Spooky avec 3 miniguns orbitant une force Viet Cong sur une colline pendant des heures et tirant plus de 20 000 coups, tuant environ 300 combattants ennemis. Il fut rapporté que, citation, « Rien de cher ne survécut à la zone d'impact. Il tournait au-dessus des bases, risquant d'être submergé, et fournissait la quantité extrême de feu qui les gardait en sécurité. Ce concept se révéla si réussi qu'il conduisit à la création d'avions de combat plus grands et encore plus lourdement armés, comme l'AC-119 et l'AC-130. Ceux-ci transportaient une combinaison de, par exemple, 4 miniguns M134 et 4 Vulcan de 20 mm, et vous pouvez seulement imaginer l'effet que ces 8 Gatling tirant ensemble pouvaient produire. Frapper l'ennemi avec un taux de tir si incroyablement élevé de cartouches si puissantes assurerait que les ennemis étaient généralement touchés plus d'une fois, et les blessures que celles-ci créaient sont probablement mieux de ne pas décrire. Ensuite, ils pensèrent à où d'autres ils pourraient les monter. Donc ces Gatling trouvèrent leur chemin sur les véhicules, et les bateaux également. Les bateaux de patrouille fluviale opérant dans le delta du Mekong avaient quelques M134 montés expérimentalement,
et il y en avait même quelques-uns montés sur des camions armés protégeant les convois de fret des embuscades. Et regardez ceci, le transporteur de troupes blindé M113 avec le Vulcan de 20 mm. Il était destiné comme arme anti-aérienne pour les avions volant à basse altitude. Mais vous pouviez aussi, comme les soldats américains au Vietnam, le pointer sur n'importe quoi au sol que vous souhaiteriez effacer de cette planète. Les États-Unis produisirent environ 10 000 miniguns pendant la guerre du Vietnam et expérimentèrent sous diverses formes avec eux. Cependant, ce fut après le Vietnam lorsque ce concept fut amené à un autre niveau. C'est alors qu'ils prirent ce GAU 8/oblique Avenger qui est un monstre de canon Gatling de 30 mm à 7 canons développé dans les années 1970 et décidèrent ensuite de créer un avion de chasse autour, littéralement. C'était un programme de l'armée de l'air américaine pour construire un avion d'attaque au sol dédié qui conduisit à la création du légendaire A-10 Thunderbolt, 2 ou mieux connu sous le nom de Warthog. Maintenant, le GAO-8 est beaucoup plus grand que le Vulcan, pesant environ 1800 kg avec son système d'alimentation massif et son tambour qui contient 1150 coups de munitions de 30 x 160 13 mm. Le canon tire à 3900 coups par minute, ce qui représente environ 65 coups par seconde. Et il a des munitions spéciales hautement explosives ou perforantes qui peuvent essentiellement détruire tout ce que vous pourriez rencontrer sur le champ de bataille. Il fut en fait conçu pour contrer la menace émergente de masses de chars soviétiques pendant la guerre froide avec le développement de munitions perforantes spéciales à uranium appauvri. Vous pourriez penser que les chars modernes pourraient facilement résister à un coup de 30 mm. Et vous avez raison s'ils tirent sur eux frontalement où le blindage est le plus épais. Le Warthog attaque depuis les airs et tire vers le bas sur le blindage du toit du char qui est le plus mince, et en arrosant le char avec des dizaines de coups qui le frapperont. Certains d'entre eux causeront sûrement assez de dégâts pour le mettre hors d'action. Le Warthog avec son monstre Gatling vit l'action dans la guerre du Golfe où il détruisit des centaines de cibles au sol, y compris des chars. Cependant, ce n'était toujours pas la fin du développement du Gatling. Les forces navales adoptèrent également des versions Gatling pour les systèmes d'armes rapprochées qui protègent les navires. Par exemple, la marine américaine introduisit le système Phalanx en 1980, qui consiste en une tourelle autonome avec un canon Vulcan guidé par radar qui peut automatiquement détecter et abattre les missiles anti-navires entrants comme dernière ligne de défense. Au-delà de ceci, il y a aussi le soi-disant microgun, qui est le minigun juste chambré en 5,56 sous une forme plus légère, mais toujours capable de tirer 10 000 coups par minute, bien qu'il ne fût jamais largement adopté. Il y en a aussi un chambré dans le fameux 50B MG, mais principalement les versions M134 sont utilisées et montées sur divers véhicules comme les Humvees et plateformes similaires. Donc, ce qui est complètement ironique par rapport à l'idée originale de Gatling de réduire le nombre de victimes dans la guerre, et qu'il créa en fait une arme qui non seulement tua tant de gens à travers l'histoire et le fait encore plus qu'efficacement, mais alla aussi si loin dans son évolution et est utilisée sur des plateformes que personne à l'époque où Gatling l'inventa ne pouvait même imaginer, comme les avions de chasse. Nous verrons combien de temps la conception de Gatling continuera à vivre. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qu'elle parte à la retraite de sitôt,